Bonsoir chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre rendez-vous consacré au football sur Equinox Télévision avec nos invités présents sur ce plateau. Nous allons développer donc ce qui fait l'actualité du football en ce moment avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations et la polémique relativement à la dernière sortie du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Nous reviendrons sur le mercato puisque nous sommes à l'intersaison et ça bouge véritablement sur les bancs de touche comme ça bouge dans certaines équipes en termes d'arrivée de départ. Nous parlons de la Coupe de la Koussafaël au Cameroun, des Lions indomptables du Cameroun qui participent en tant que guest star à ce rendez-vous des nations féminines de l'Afrique australe. Ça se joue en Afrique du Sud. La Fédération camerounaise de football bloquée en raison de l'élection présidentielle et bien sûr l'actualité au niveau de la Dynamo de Douala qui pourrait connaître des lendemains meilleurs. On développera tout cela donc avec nos invités. Wende Merlin est gardien de but de l'équipe de Stade Renard de Melon. Il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à toute la population du Cameroun. Bonsoir à mon coach Léon Tienté qui a perdu sa maman. Elle sera 3 jours. Je souhaite mes sincères condoléances. Et bonsoir à ma famille à la maison. Voilà. Bonsoir à Jacques-Marcel Tiga. Bienvenue à vous. Bonsoir Eric Martial. Un honneur et plaisir de vous retrouver. Plaisir est partagé. Voilà. Bienvenue donc, messieurs, pour démarrer. Allons suivre ce reportage. Ça bouge véritablement au moment où le président de la Confédération africaine de football était ce week-end, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et il a versé dans les déclarations qui sont pratiquement les siennes depuis sa prise de fonction relativement à l'organisation par le Cameroun de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors que Ahmad faisait cette sortie. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, lui, se trouvait du côté de Garoua, où il a visité les infrastructures, notamment cet hôtel en construction qui a vu une de ses parties s'écrouler avant le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est le gouverneur de la région du Centre, lui qui a visité le grand stade Paul Biya d'Olembe. Suivant ce reportage qui revient sur cette visite de ce stade d'Olembe et son avancement en termes de construction. Plus que quelques assemblages et la charpente du stade Paul Biya d'Olembe sera prête à recevoir la toiture. La structure est complètement terminée, la structure béton, la structure acier et béton est terminée. Pour la toiture, on a quasiment achevé, il reste encore 3 jours de travail sur ce qu'on appelle l'anneau extérieur. L'anneau intérieur est posé, on n'a plus qu'à le lever, donc il y a une partie de levage, c'est un peu technique, mais on a encore à peu près pour un petit mois pour lever le toit. Et à partir donc de mi-octobre, on va finaliser la toiture. Dans les autres compartiments, le travail a également beaucoup évolué, qu'il s'agisse de la tribune présidentielle que des vestiaires, en passant par les 2 stades annexes, le centre commercial, les parkings ainsi que les voies d'accès. Les stades annexes, aujourd'hui, pareil, toute la structure est finie. On a quasiment terminé l'intérieur des stades annexes. Il ne reste plus que les terrains de jeu à compléter aujourd'hui. D'ici 3 semaines à peu près, les terrains de jeu seront complétés. En parallèle, on travaille sur tous les lots technologiques, c'est-à-dire toute la plomberie, toute l'électricité, tous les réseaux Internet, etc. Tout ça, ça travaille en même temps, en parallèle, et sur l'ensemble du stade. Comme vous avez pu voir, par exemple, pour les toilettes de la zone publique, on a fait déjà quasiment la moitié de la partie plomberie. Et donc le reste avance quasiment nuit et jour sans discontinuer. La pépinière qui va servir pour la pose du gazon est également prête. C'est 6 semaines quand il s'agit d'un gazon déroulé, et pour un gazon planté, c'est à peu près 3 mois. Sur les stades annexes, ce sera un gazon planté, donc c'est planté fin septembre, ce sera bon pour le 31 décembre, et pour le stade principal, ce sera un gazon déroulé, donc ce sera après aussi pareil fin décembre. Il faudra attendre un tout petit peu pour jouer dessus, mais fin décembre, tout sera complété et terminé. En visitant le chantier qui est en pleine ébullition, le gouverneur de la région du Centre s'est réjoui des avancées enregistrées, tout en maintenant la pression sur Pichini afin que le délai de décembre soit tenu. Je pense que même s'il y a une satisfaction certaine, mais il reste et il demeure que Pichini doit redoubler encore d'efforts pour pouvoir donc
terminer, livrer son chantier en décembre. Beaucoup de choses ont évolué, même les voiries, même la tribune présidentielle, même les vestiaires, comme des détracteurs pensent que nous ne serons pas à mesure d'accueillir ces championnats. Nous voulons démontrer que chose dit, c'est chose faite. Avec le rythme accéléré des travaux, les 2 prochains mois s'annoncent décisifs au stade Paul Biya d'Olembe. Les responsables de Pichini promettent une bonne visibilité sur l'essentiel de ce qui est attendu ici, avant la mission de vérité qu'effectueront les experts de la CAF. Voilà donc pour ce stade. Alors, Merlin Wende, vu comme ça, certains pourraient dire, eh bien, ça avance véritablement, le stade a pris forme, il est clairement dessiné et au regard de ce qui est présenté, eh bien, on ne comprend pas ou on ne comprendrait pas finalement pourquoi la polémique se poursuit sur le fait que ce stade pourrait être prêt ou non. À la vision du stade, moi je pense bien que le stade va être prêt d'ici décembre, comme les ingénieurs l'ont si bien dit. Et pour moi, le stade Olembe, je pense que ça a été démarré depuis bien longtemps. Et nous ne souhaitons que le mal, enfin que tout ça puisse s'achever le plus rapidement possible. Voilà, en tout cas, vous êtes optimiste? Oui, je suis très optimiste parce que je sais que la CAN va se jouer dans notre pays. Voilà qui est dit. Jacques-Marcel Itiga, le gouverneur de la région du Centre, a effectué cette visite à la veille de la sortie de Hamad qui a encore plongé les Camerounais dans une certaine frilosité, dans un certain doute avec cette sortie au cours de laquelle, une fois encore, il a rappelé voilà, que ce n'est pas la CAF qui retire la Coupe d'Afrique des Nations à un pays qui a été désigné pour l'organiser. C'est le pays lui-même qui se désigne, qui se retire en n'étant pas prêt. Oui, mais c'est bien dit. Si on n'est pas prêt le jour dit, on nous retirera la CAN. On a la dernière mission la plus cruciale, c'est la mission de janvier. Parce que selon la procédure à la CAF, on ne peut pas retirer une compétition à un pays moins de 3 mois avant. Ça veut dire que la mission sera là en janvier et ce n'est qu'en mars que la décision pourra être prise de voir le Cameroun ne pas abriter ce tournoi-là. D'ici décembre, les ingénieurs des sociétés qui construisent des stades nous rassurent que fin décembre, au 31 décembre, les stades seront livrés et prêts à l'utilisation, prêts à l'emploi. Nous, on a la chance d'avoir nos bureaux juste à quelques mètres du stade de Japoma Yassa. Là-bas, ça avance également. Ils sont au niveau de la pose de la toiture. Je pense que Yaoundé et Garoua, Yaoundé et Douala, les choses avancent très bien. Moi, j'ai eu le privilège de jeter un coup d'œil sur le dernier rapport, la dernière mission CAF conduite par Anthony Bafoué. Il faut dire que le site du stade Omnisport d'Amadou Ahidjo, selon ce rapport, est prêt pour accueillir la compétition. Les sites de Boya et Limbe sont prêts pour accueillir la compétition. Douala et Yaoundé, c'est-à-dire Olembe et Japoma. Douala, en général, c'est-à-dire Yassa, les stades annexes, Mbapé, Bonamou Sadi, eh bien, la dernière mission conduite par Anthony Bafoué a apprécié à juste titre l'avancement des travaux et ils sont optimistes qu'au 31 décembre, tout sera fait prêt, sauf l'étape de Garoua, qui a accusé, selon ce rapport, un certain nombre de retards en termes de construction, des stades annexes, même des hôtels. Ils viendront en janvier certainement pour voir la finalisation de ces travaux et voir s'il est voiru. Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas regardé les voies de communication, les routes et tout le reste. Donc, on espère que l'effondrement d'une partie d'une poutre ne va pas encore causer plus de retard. Parce qu'après cette mission, il y a des recommandations faites par la mission qui voudraient que, à l'ordre de la prochaine décembre, qu'ils trouvent que tel nombre de choses ont été faites et que les travaux ont avancé. On espère donc que Garoua, accusant un retard, ils vont essayer de combler ce retard en 3 mois et
de se remettre à niveau. Pourquoi pas Mais je reste avec vous. Cette frilosité qui a fait suite à la sortie, cette autre sortie du président de la Confédération africaine de football, finalement, si vous êtes autant rassurant, comment comprendre cette frilosité? Oui, mais ce n'est un secret pour personne. Ahmed n'est pas au Cameroun. Ce sont des rapports qui lui parviennent. C'est des gens, des Camerounais qui font parvenir ces informations qui, malheureusement, sur le terrain, ne sont pas fondées. Ne sont pas toujours. Voilà. Lors de la réunion de synthèse avec le premier vice-président de la CAF à la primature, chez le Premier ministre, eh bien, tout avait été dit ce jour-là que le Cameroun organisera la CAN. Vu l'avancement des travaux, il faut être optimiste, mais toutefois, il faut rester prudent. Il faut une sorte de veille permanente pour que les uns et les autres fassent exactement ce qu'ils ont à faire et dans les délais. Donc, il faut être frileux. La dernière CAN organisée au Cameroun, c'était en 72. Des générations et des générations de Camerounais n'étaient pas encore nés. Nous, on a eu cette chance-là et ce privilège de couvrir les CAN ailleurs. Le Cameroun a gagné ailleurs également. On souhaiterait, parce qu'on aime ce sport, on aime notre pays, qu'on organise la CAN. Là, on a une opportunité, il ne faut pas la gâter ou alors la perdre. Il faut que les gens travaillent, il faut que les uns et les autres se mettent au travail. Il faut être optimiste. Rester optimiste jusqu'au bout, donc malgré ces sorties. Alors, Merlin, Wendeux, c'est vrai, vous êtes footballeur, c'est vrai, peut-être probablement, ces multiples sorties du président de la Confédération africaine de football, vous n'y prêtez pas une attention probablement particulière, mais est-ce que vous, en tant que footballeur, et même avec les autres collègues footballeurs, comment est-ce que vous appréciez cette pression du président de la CAF, ces multiples sorties qui finalement ne rassurent pas? Comme M. Sigala s'est bien dit, Monsieur Ahmed n'est pas au Cameroun et tout ce qui lui parvient depuis le Cameroun ne sont pas fondés. En plus de cela, moi je crois toujours que le Cameroun va organiser ses camps parce qu'un Camerounais c'est qui veut peut. Qui veut peut. Impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Et peut-être pour sortir de ce sujet, il y a cette rencontre du comité exécutif de la Confédération africaine de football en septembre. Mal connaître la Confédération africaine de football, le comité exécutif, les rouages et les méandres du retrait d'une compétition à un pays, surtout que... Bon, mais nous sommes en septembre, la CAF ne s'est pas décidée du retrait ou non de cette compétition. On a eu vent de ce qu'on aurait retiré cette CAN féminine au Ghana. On attend une communication officielle à ce sujet. Non, je le disais à l'entame, les mécanismes sont clairs. L'Assemblée générale, le comité exécutif qui vont se réunir fin septembre ne peuvent pas se prononcer de manière définitive sur cette CAN. Le sujet peut être abordé juste pour essayer d'échanger avec la commission qui était sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux réels, parce que c'est à partir de ce rapport-là. Mais on ne pourra pas statuer sur le retrait de cette CAN-là. À cette date-là, ce n'est qu'après la mission de janvier qu'une telle assise pourrait avoir lieu et on pourra statuer 3 mois seulement avant. Plan B. 3 mois seulement avant. Mais entre-temps, pourquoi ne pas continuer à réfléchir, à nous mettre... Moi, je trouve qu'on ne doit pas beaucoup accorder du crédit à ce que dit le président Ahmed. Vous voyez, la commission était là, son vice-président a tenu un discours à Yaoundé, le patron de la mission, Anthony Bafoué, qui est secrétaire général adjoint en charge du football et du développement, a tenu un discours flatteur et en faveur du Cameroun. Quelques semaines après, je pense, 1 ou 2 semaines après, le président rampait à contre-courant. Là, vous qui êtes dans la communication, vous dites que c'est une mauvaise communication de M. Ahmad? Je ne voudrais pas apporter un jugement de valeur sur sa sortie, mais vous savez qu'on sort d'un long règne d'un Camerounais à la tête de la CAF. Et le Cameroun, c'est l'un des pays, l'une des places fortes du football continental en termes de trophées glanés, de légendes qui sont nées dans notre pays. Donc, pour se faire un nom, pour prendre véritablement ses marques, vu qu'on sort d'un long règne d'un Camerounais à la tête de la CAF,
il faut beaucoup parler Cameroun parce que ça, sur le plan marketing, ça porte. Allez, merci sur ce sujet. Et évoquant un autre sujet, voilà, c'est le sujet de l'heure, les départs, les arrivées dans les équipes. Merlin Wende sera-t-il gardien de Stade Renard de Melon la saison prochaine? Officiellement, je ne fais plus partie du Stade Renard de Melon. Présentement, je suis un joueur libre. Et mon départ du Stade Renard de Melon, c'est pour avoir de nouveaux objectifs et voir grand. Voir grand, parce qu'à Melon, c'était petit. Bon, pas petit que ça. Bon, avoir comme un autre challenge. J'aimerais avoir un autre challenge. Quelles sont les pistes qui s'offrent à vous en ce moment? Bon, pour le moment, je préfère garder mes pistes. Mais il y en a. Mais il y en a. Sur le plan national, sur le plan international? Pour le moment, je peux rester calme. Il y a des pistes. Alors, on dira tout simplement sur le sujet donc du mercato, c'est l'intersaison, pratiquement toutes les activités sont aux arrêts. La Coupe du Cameroun, eh bien, on connaît les finalistes. Le championnat, lui, il est terminé, autant en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Au niveau même des régions, eh bien, quelques régions ont déjà livré leurs champions pour le prochain tournoi Interpool. Et donc, ça commence à s'animer véritablement, ça bouge. Et sur les bancs de touche, ça bouge véritablement. On va d'abord regarder c'est l'exemple de Richard Toa. Richard Toa qui est parti de Dragon de Yaoundé, du banc de touche de Dragon de Yaoundé pour celui de Fethieu FC de Diko Bandjoun. Richard Toa qui a signé donc ce week-end seulement. Une signature seulement pour 1 an, voilà, pour Richard Toa avec l'équipe de Fethieu FC de Diko Bandjoun. Et de l'autre côté, on a cette autre arrivée de l'entraîneur Emmanuel Doumbé-Bousso. Voilà, on reste déjà sur le cas Richard Emmanuel Doumbé-Bousso, voilà, qu'on a l'image, qui lui a signé avec l'équipe qui aurait signé, voilà, puisqu'il ne confirme pas encore avec l'équipe de Stade Renard de Melon. Mais restant sur Richard Toa avec Fethieu FC de Diko Bandjoun, de Dragon à Fethieu, d'ailleurs, qu'il a déjà pris fonction, puisque au moment où nous parlons, juste après la signature, il a rejoint Bandjoun où il a commencé à travailler depuis ce lundi. Comment appréciez-vous cette arrivée du côté de Bandjoun de Richard Toa? C'est déjà bien qu'un coach, lorsqu'il quitte un banc de touche, qu'il ne traîne pas beaucoup pour trouver un autre banc de touche. C'est toujours bien d'être assis sur un banc, de coacher, de faire ce qu'on aime faire au quotidien. Sauf qu'un petit bémol, je ne comprends pas pourquoi il n'a que signé une saison. En une saison, on ne peut pas bâtir grand-chose en une saison, surtout que Fethieu FC, il y a eu une sorte d'instabilité de l'effectif. S'il y avait déjà une équipe qui était bâtie et qui jouait ensemble depuis 1, 2, 3 saisons... On part sur les bases de la saison précédente, probablement. Non, mais vous savez, ce qui est comme une maladie au Cameroun, c'est l'instabilité des effectifs. À savoir que les joueurs bougent beaucoup, les entraîneurs bougent beaucoup. En un an, en une saison, on ne peut pas bâtir véritablement quelque chose de grand. Ça veut dire qu'on va jouer simplement à la gagne. On va jouer tous les matchs comme des matchs de coupe. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça, le championnat camerounais? Oui, mais pour un entraîneur, il faut 2 saisons, 3 saisons pour se projeter, avoir une vision plus large et pouvoir construire quelque chose. Vraiment, quand on veut construire une équipe compétitive, quand on veut quelque chose de bien, il faut donner du temps à l'entraîneur de faire son boulot. 1, 2, 3 saisons, c'est bon. 3 saisons, c'est bon. Là, il va construire, il va prendre le temps de bâtir une bonne équipe forte qui va pouvoir gagner. Mais là, je connais bien le fondateur de ce club-là. Lui, il veut gagner tout de suite. Donc, Richard Toa, en une saison, il n'aura pas d'excuses. Il va falloir gagner. Ils ont fini, je pense, 5e. Voilà, je pense 5e ou 4e. 5e ou 6e. Voilà, ils ont fini quand même dans le haut du tableau. Donc, maintenant, la prochaine étape, certainement, le président Fethieu va vouloir accrocher une place africaine. Pourquoi pas? Il va certainement vouloir gagner, mais
comment on va bâtir cela? Lui qui la saison dernière avait évolué, avait entamé le championnat avec un entraîneur congolais, Mawar Futila, oui, et voilà, par la suite n'était pas allé jusqu'au bout avec cet entraîneur. On avait retrouvé par la suite François Iya qui ça bouge beaucoup. Oui, surtout sur ce banc de touche. Sur le banc de touche de Fletcher, ça bouge beaucoup. Sur le banc de touche de Bamboutos, ça bouge beaucoup. Bon, peut-être Bamboutos, la saison qui est terminée, c'est la saison la plus stable. Utiliser un seul entraîneur, Gilbert Barca. Ouais. Mais je dis, pour le cas, Richard Toa, d'ailleurs, je ne cacherai pas que j'ai échangé avec lui et la question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous allez tenir? Bon, c'est une question que pourrait se poser n'importe qui au regard justement de l'instabilité sur ce banc dont vous parliez. Oui, ben maintenant on ne sait pas ce qu'il a mis dans son contrat. C'est vrai que les relations entre certains dirigeants et les entraîneurs et les joueurs même ne sont pas souvent ce que nous souhaitons au syndicat des footballeurs, mais Richard Toa a déjà fait plusieurs bancs de touche. Il a fait le banc de touche des Astres, il a fait le banc de touche de Dragon. C'était pas facile de maintenir ce club. Il a réussi quasiment lors des dernières journées du championnat. Maintenant, je m'attendais à le voir prendre un contrat de 2-3 ans dans une équipe comme Fletcher, pourquoi pas, en y apportant un projet, ou alors en venant pour un projet que le club aurait proposé. À qui la faute? Peut-être au responsable du club qui pourrait peut-être probablement sont pas partis. Une saison, c'est souvent délicat, c'est souvent délicat pour l'entraîneur, parce que lorsque c'est une saison, à tout moment on peut vous éjecter de ce banc de touche, surtout si on enchaîne de mauvais résultats. Tout de suite, il n'y a pas d'excuse. Pour le joueur aussi, une saison, c'est peu? Bon, là, ça dépend du joueur. Hein. Ça dépend du joueur. Ça dépend de ses objectifs qu'il veut atteindre avec le joueur. Parce qu'il y a certains joueurs, et ils préfèrent signer une saison, donner le max et voir comment renouveler la saison qui suit. Renouveler ou pas? Renouveler ou pas la saison qui suit. Donc, pour les joueurs, je pense que c'est plus simple par rapport à l'entraîneur. Mais moi, je pense que la majorité des présidents du Cameroun, ils veulent gagner à l'instant. Gagner à l'instant, c'est pas si facile. Ils sont loin d'être sur la logique d'un projet. D'un projet. Donc, c'est pas facile de vouloir gagner d'un coup. Et ou alors d'accepter à l'arrivée d'un entraîneur de lui dire, eh bien pour cette saison, on peut accepter de jouer le maintien tout simplement, en se disant que la saison prochaine, on peut chercher un titre. Ça n'existe pas. Avec ma petite expérience que j'ai du championnat camerounais, moi je pense que la majorité des présidents du club, eux, dès qu'ils te prennent, ils te disent toujours, on veut jouer le titre. Mais il faut dire que pour un jeune joueur, c'est toujours bon d'avoir une certaine stabilité en termes d'années de contrat. Un jeune joueur aspire à travailler pour avancer. C'est valable aussi pour l'entraîneur. Oui, 3 ans pour un jeune joueur, c'est 2, 3 ans, 4 ans, c'est bien. Ça lui donne une certaine stabilité, il se met au travail. Par contre, les joueurs d'un certain âge, les joueurs matures, il peut avoir un projet de voyage. Il peut être simplement revenu, par exemple, se relancer. Ici, une saison. Même 3 mois. Et puis, moins d'une saison. Au terme de la saison, et puis il s'en va d'autres également parce qu'il sort par exemple d'une blessure, d'une longue blessure. Il voudrait se remettre en jambe, il veut se relancer ici une saison en attendant de voir ce que ça va donner pour pouvoir aller un palier plus haut. Donc ça dépend des joueurs, de la tranche d'âge, de ce que recherche aussi le joueur et son entourage. La durée de contrat, mais généralement pour être tranquille, si les conditions, si les joueurs, quand on te donne le minimum, de pouvoir véritablement bien faire ton travail. Et là, c'est le gros problème de notre championnat, donner le minimum aux joueurs pour pouvoir mieux s'exprimer, aider le club à gagner les matchs et progresser dans leur carrière. Voilà, un autre entraîneur qui est au devant de la scène depuis quelques temps, eh bien, c'est Sango Emmanuel Doumbé-Bousso, lui qui, en tout cas jusqu'ici, reste entraîneur de Young Sport Academy de Bamenda, mais qui est annoncé avec persistance sur le banc de touche de Stade Renard de Melon. Sur le sujet, c'est vrai, j'ai aussi échangé avec lui, il est assez confus, c'est compliqué, c'est une situation difficile à gérer pour lui, ce qui fait qu'il reste encore une grosse
zone d'ombre sur l'avenir sportif de Emmanuel Doumbé Bosso qui malgré, et ça il faut le préciser, malgré l'instabilité observée dans la région du Nord-Ouest, est resté et a tenu une fois encore l'équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda cette saison, tout comme la saison dernière. Est-ce qu'il poursuivra l'aventure avec cette équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda ou alors finira-t-il par céder et par confirmer l'information de son arrivée sur le banc de touche de Stade Renard de Melon? Quelle lecture faites-vous de cette arrivée voilà, qui reste à confirmer, et il faut le préciser, qui reste à confirmer d'Emmanuel Doumbé Bosso sur le banc de Stade Renard de Melon? Bref, pour moi, c'est une grosse fierté de voir un si grand entraîneur venir aux côtés de Stade Renard. Nous avons une équipe de Stade Renard qui a toujours été ambitieuse par les motivations du président. Parce que juste à la fin de la saison, le président nous a toujours dit, lui, il va être plus ambitieux que cette année. Donc, l'arrivée du coach Doumbé Bosso sur son banc de touche, ça ne m'étonne pas. Et là, vous confirmez qu'il est arrivé? Non, je ne confirme pas, mais ça ne m'étonne pas si son arrivée est bien précisée. Confirmé. Ouais. Alors, Jean-Marcel Itiga, si justement tout venait à se confirmer, Doumbé Bosso sur le banc de Stade Renard de Melon, est-ce que ça voudrait dire aussi que pour cette équipe, on a franchi un palier? Peut-être avant de répondre à votre question, Doumbé Bosso est l'exception qui confirme la règle. Il a été stable avec Lyon Sport. Oui. Lyon Sport d'ailleurs qui souhaiterait le voir continuer parce que en termes de propositions, eh bien, les responsables de Lyon Sport de Bamenda ne souhaiteraient pas, jusqu'à l'heure où nous parlons, se séparer d'Emmanuel Doumbé Bosso. Ça montre sa cote de popularité et d'amour dans cette région-là, où il a travaillé et permis l'équipe à gagner des titres et à faire éclore de jeunes joueurs. C'est rare dans notre football aujourd'hui de trouver un entraîneur qui a passé 3, 4, 5 saisons dans le même club. Ça, c'est rare. Maintenant, ne veut-il pas aussi aller chercher ailleurs? Pour répondre à votre question, oui, avoir un coach de la trame de Doumbé Bosso assis sur le banc de touche de Stade Renard, je pense que Stade Renard franchit un palier. Oui. Et un coach qui a joué quand même la phase de poule des compétitions africaines. Et lorsque cette équipe accède, le Stade Renard accède en élite, en Ligue 1, on nous parle d'un projet ambitieux de faire de ce club l'un des clubs qui compte au Cameroun et dans la sous-région, voire même sur le plan continental. Mais année après année, le projet qu'on nous avait présenté semble battre de l'aile depuis le départ du coach Ngoué. C'est allé un peu à volo. Maintenant, Doumbé Bosso, conseil très rigoureux, très méthodique, peut-être en acceptant, ou alors s'il arrive sur ce banc de touche, ça va certainement faire franchir un palier à Stade Renard, parce que Doumbé Bosso, le fait qu'il soit sur le banc de touche peut faire venir des joueurs, parce qu'il est vraiment très apprécié par les footballeurs. Lui qui a roulé sa bosse finalement dans ce championnat. Ça peut faire du bien à cette équipe-là. Mais sachant que à Equinox, quand on sort une info, ça veut dire qu'il y a une certaine vérité. Donc moi je peux dire à 95% que oui, Doumbé Bosso la saison prochaine sera assis sur le banc de touche de Stade Renard, sauf revirement de dernière minute. Voilà, sauf revirement de dernière minute. Mais pour lui aussi, à titre personnel, ça pourrait faire du bien au regard, probablement, de l'instabilité observée aujourd'hui dans la région du Nord-Ouest. On pourrait comprendre, les dirigeants pourraient comprendre qu'à un moment, voilà, l'entraîneur veuille se mettre lui aussi à l'abri. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la situation sécuritaire dans cette région a certainement pesé pour beaucoup dans la décision de Doumbé Bosso, parce que à Bamenda, il n'a aucun problème avec les dirigeants de Lyon Sport, il faut le dire. Son contrat est respecté comme il se doit depuis qu'il est là-bas, mais la situation d'instabilité, la situation de crise que connaît cette région-là a certainement pesé lourd
dans la prise de décision de Sango Emmanuel Ndoumé Bosso. Voilà, Ndoumé Bosso, au cas où ce serait confirmé, nous dirons tout simplement félicitations et bon vent du côté de Stade Renard de Melon. Malheureusement, Emmanuel Ndoumé Bosso arrive au moment où le meilleur gardien de ce club, Merlin Wende, a décidé de ne pas prolonger son contrat, même si sur ce plateau il ne voudrait pas nous dire de quel côté il a atterri. Et puisqu'on parle de mercato, on parle de club, on a une pensée pour le président de l'Union sportive de Douala ce soir, le président du conseil d'administration, Franck Rapi, malheureusement frappé par le malheur à raison du décès de son épouse. Et d'ailleurs, toute la rédaction sportive d'Equinox Télévision, par ma voix, lui transmet ses sincères condoléances. Parlons, puisqu'on est sur le mercato, sur l'intersaison d'un club. On est là en Ligue 2, la Dynamo de Douala. La Dynamo de Douala qui essaye de se relancer, tant bien que mal, une équipe qui souhaiterait monter la saison prochaine en Ligue 1. Une équipe de la Dynamo qui a donc tenu une conférence de presse, c'était ce week-end, pour présenter son nouveau projet sportif avec donc l'arrivée de nouvelles personnes, l'arrivée aussi de mécènes qui voudraient injecter pas mal de moyens dans cette formation pour permettre qu'elle puisse se relancer, pour permettre qu'elle puisse sortir aussi de l'ensemble des querelles intestines qui l'ont miné et secoué tout au long de la saison dernière. Je vais vous proposer derrière cet élément, voilà, avec des réactions, notamment de ce mécène qui promet la pluie, mais surtout le beau temps à Dynamo de Douala la saison prochaine. Quand on est dans le football, on n'a pas de limites. Les limites physiques étant existantes, hein, parce que je ne pourrais pas mettre, je l'ai dit dans les médias, je ne pourrais pas mettre ma famille en péril pour sauver Dynamo, pour investir dans Dynamo. Ah, ça c'est clair. Simplement, les poches sont profondes, je peux vous le dire. Les poches, les miennes, mais surtout ce qu'on appelle le potentiel. Marcher sur 300 km et ne pas trouver des millions, c'est qu'on ne sait pas faire du marketing, mais le marketing, je sais faire. C'est une nouvelle ère. Hein. Là, on passe sur d'autres dimensions. Je vous le dis. Vous verrez. Ce que je peux vous dire, c'est que je dois devenir le président de la Dynamo. Ça, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Mais pour le devenir, il faut que je vienne avec les victoires. C'est important que le peuple vous porte. C'est le peuple qui doit vous porter. Ce n'est pas l'argent qui doit porter. C'est-à-dire que je vais demander à ce que, comme vous, mais si les gens veulent chercher, tirailler, alors que les victoires sont là, je vais faire ce qu'on appelle une augmentation de capital. Là, je vous parle économiquement parlant. Faire une augmentation de capital, j'ai fatalement plus de 50%. Et si j'ai plus de 50%, étant une société, j'ai le droit de décider. Mais je ne veux pas décider contre mon peuple. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que être président, j'y aspire beaucoup, comme disait Sarkozy. Pas qu'en me rasant le matin, ceux qui connaissent un peu cette formule, pas qu'en me rasant le matin. C'est-à-dire que j'y pense beaucoup, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, on a un objectif qui urge, qui est sur le feu, comme on dit. C'est les victoires, c'est l'affiliation de la Dynamo, c'est tout le reste. Jean touche le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe, il approche à L'arbitre remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui prête 1, 2, 3, un tir en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà donc pour ce futur potentiel président de la Dynamo de Douala qui dit être venu avec beaucoup de moyens pour relever cette équipe. À côté, écoutons Isaac Sinkot, celui-là qui aura mené la Dynamo de Douala sur les 2 dernières saisons, et il y a une direction, une gestion apprécié de tous, et aussi du patriarche de cette formation, Paul Moambous, qui lui a adressé une lettre de félicitations, tout comme à d'autres, notamment ce mécène, pour avoir permis à l'équipe de Dynamo de se maintenir au terme de la saison écoulée. Écoutons Isaac Sinkot. Vous l'avez sollicité, celui que vous avez su nommer le mécène, à la personne de M. Niem, est la bienvenue, comme il a si bien dit. Il a l'onction du patriarche, du conseil des sages. Et c'est à ce titre
qu'il a bien voulu vous entretenir. Je crois qu'il a une crédibilité totale pour parler de la Dynamo. C'est pourquoi, avec vous, j'ai assisté à cette conférence de presse. Voilà, le Dynamo de Douala. Est-ce que, pour vous, on s'achemine vers une nouvelle ère? J'ai de la peine à m'exprimer lorsqu'il s'agit de la Dynamo, mais j'ai quelques inquiétudes parce que les problèmes de la Dynamo sont connus. C'est pas l'argent qui fait problème, c'est pas les ressources humaines qui font problème, ce sont des intrigues créées par des personnes qui, ma foi, ne veulent pas servir ce club, mais veulent se servir de ce club. Et on les connaît, je ne vais pas citer les noms ici, ils sont connus, ils ne sont pas plus de 3 qui créent le désordre dans ce club. Peut-être l'idéal, s'ils ne sont pas nombreux, l'idéal serait de les citer. Alors, vous ne pouvez pas avoir un club où vous avez à la tête un homme, Isaac Sincotte, qui a été joueur de ce club, emblématique capitaine de ce club, entraîneur emblématique de ce club. Alors, il n'y a pas plus crédible pour pouvoir gérer la Dynamo à un certain moment. Il est là, vous lui donnez la gestion du club, mais vous faites comme dit l'adage, vous donnez la chèvre et vous voulez tenir la corde. Vous voulez gérer le club en utilisant sa crédibilité et son image, parce que vous n'êtes plus crédible auprès du peuple Bassam pour bâtir. C'est un club de canton. Lorsque vous n'avez plus l'onction, vous n'avez plus la crédibilité auprès de ce peuple-là, vous ne pouvez plus aspirer à gérer ce peuple. Vous avez donc Emmanuel Nkom et Joseph-Antoine Bell, je m'arrête à ces deux-là d'abord, qui tirent les ficelles parce que la Dynamo a fait toute la phase aller sans sous. L'argent est dans les comptes, mais le co-signataire Sincotte signe et le co-signataire, le trésorier, refuse de signer parce qu'il est au service et à la solde de ceux-là qui combattent la gestion des Sincotte. Il a fallu contourner tout cela. Et vous avez vu, à la phase retour, je pense que la Dynamo a fini 6e ou 7e. Alors, n'eût été cette mauvaise entame, cette phase allée du championnat où il n'y avait pas d'argent, c'est-à-dire ils ont bricolé pour pouvoir parfois se déplacer le jour du match, arriver directement au stade pour aller jouer. Avec ça, ça veut dire qu'on n'aime pas le peuple, on n'aime pas. Donc, est-ce que ces gens-là vont donc accepter ce nouveau mécène qui dit avoir les poches profondes, parce que c'est ce qu'il dit, qu'il a les poches profondes. Ah ouais. Donc, s'il a les poches profondes et qu'il a l'onction du Conseil des sages et du peuple Bassam pour bâtir, alors pourquoi pas? À lui maintenant, si on lui donne le club, qu'il s'entoure de l'expertise nécessaire pour pouvoir bâtir une équipe solide qui va faire remonter le club en Elite One et pourquoi pas aspirer à redevenir le club emblématique et conquérant que la Dynamo fut jadis voici plusieurs décennies. Mais ce ne sera pas facile. Loin d'être facile. En tout cas, on attend de voir ce qu'il en sera véritablement avec donc ce mécène qui aspire à diriger cette formation de la Dynamo de Douala, une équipe que vous connaissez très bien, Merlin Wendeux, cette équipe de la Dynamo de Douala. Oui, une équipe de la Dynamo. Je n'ai pas eu peut-être la chance de faire mes prouesses dans cette équipe, mais de loin, nous les écoutons. Peut-être moi, quand j'étais du côté de Mélon, j'écoutais tous ces problèmes qu'il y avait au sein du club. J'ai eu très mal au cœur parce que quand je vois un grand club de cette envergure avoir tous ces petits problèmes, c'est difficile à avaler. Pour moi, la Dynamo de Douala, c'est une équipe mythique qui devait se retrouver aujourd'hui sur la vitrine du Cameroun. Vous savez, beaucoup d'équipes mythiques sont un peu dans cette situation. Si vous prenez le cas de Tonnerre, d'ailleurs, qui en ce moment est aussi du Canon également. Division, le Canon, le Racing, Caïman à une certaine période. En fait, plein d'équipes mythiques malheureusement traversent la même situation. Bon, là maintenant, c'est aux dirigeants de se poser la question. Pourquoi avoir toutes ces divisions? Et pourtant, si vous êtes votre équipe va aller vers l'avant. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces équipes mythiques ont toujours ces problèmes. À une période, je n'étais pas né, mais la Dynamo, c'était... J'avais entendu parler. J'ai entendu parler, c'était vraiment... C'était du répondant.
ça ne donnait pas... ça ne faisait pas dans la blague. Mais je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi c'est comme ça. Je ne comprends pas. En tout cas, vous êtes libre de tout contrat, monsieur le mécène aux poches profondes. Il y a Merlin, Wende, pourquoi pas, qui pourrait accepter un contrat de ce côté-là, même s'il ne veut pas nous dire ce qu'il a actuellement sous la main. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du mercato, même si on l'a évoqué, la Ligue de football professionnel du Cameroun qui demande déjà aux différentes équipes de tenir leurs assemblées générales, condition sine qua non pour pouvoir affilier les équipes pour la prochaine saison. Et pendant que la Ligue de football professionnel met cette exigence sur la table du côté du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, eh bien, les vieux démons sont de retour entre le président Mani et l'un des cadres responsables de ce club, le Stéphane Semengue. Voilà, c'est une fois encore la guerre, la déchirure. Et on est parti à nouveau pour voir ces deux responsables affiler deux équipes de Tonnerre de Yaoundé en Ligue 1. C'est regrettable, c'est regrettable. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le cas de la Dynamo. C'est pareil pour le Canon, c'est pareil maintenant pour le Tonnerre. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que un dirigeant, c'est lui le principal pouvoir des fonds, le président Mani. Et ça a très bien marché. L'équipe est revenue en élite, en Ligue 1 autant pour moi. Alors, pourquoi ne pas faire des choses comme capitaliser sur ce qui a été bien? Vous comprenez donc que l'intérêt est ailleurs. Généralement, certains arrivent, l'intérêt c'est pas le foot, c'est pas le club, ce sont des intérêts personnels et égoïstes. Parce que une équipe qui accède en élite 1, en élite 1, au terme d'une saison où ça n'a pas été facile, mais où on n'a pas beaucoup parlé de problèmes de finances, de problèmes de voilà. Pourquoi réveiller des vieux démons? Simplement parce que ce sont des égos, les ambitions démesurées des uns et des autres. Le foot aujourd'hui, moi je pense, avec l'avènement de la ligue professionnelle, on devait déjà être véritablement professionnel au niveau même de l'organisation et de la structuration de nos clubs. À savoir que non accès au chapitre que ceux qui mettent leur argent, c'est-à-dire les actionnaires. Parce qu'on est dans un milieu où tel met de l'argent, mais c'est les autres qui font la pluie et le beau temps. Non, n'a droit au chapitre que celui qui a mis son argent. Les actionnaires se mettent en conseil d'administration et prennent des décisions. L'actionnaire majoritaire doit présider le conseil d'administration. Mais nous, on est dans un football où ceux qui donnent le moins, ce sont ceux-là qui lèvent la voix et veulent diriger le club. Non, ça doit prendre fin, ça doit cesser. Et ce sera lamentable de retrouver encore deux Tonnerres qui vont aller déposer engager les batailles au niveau de la fédération. Et là, c'est le club qui est fragilisé. Malheureusement. C'est ce qui est arrivé à la Dynamo. À l'entame de la saison dernière, il y avait deux Dynamo qui s'entraînaient sur deux sites. À l'arrivée, après une réunion où on a trouvé un simulacre de consensus, on a dit ok, il faut faire fusionner, que l'équipe de Sincote aille observer là-bas pour trouver. Maintenant, si ça va avec avec la Panthère sportive du Ndé aussi, qui était dans la même configuration. Panthère sportive du Ndé, qui s'entraîne au quotidien à Yaoundé. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas normal. C'est une insulte pour toute une communauté, pour tout un département. Non. Quand on dit lion blessé de Foutoni et que l'équipe s'entraîne à Yaoundé, ne va qu'à Bafan jouer ses matchs, ça veut dire que l'équipe ne réside pas là-bas. C'est des choses, il ne faut pas délocaliser pour délocaliser. L'équipe appartient à la communauté. C'est cette communauté-là qui doit appuyer le club. Maintenant, les administrateurs, ils mettent de l'argent, ils prennent des grandes décisions, des orientations qui s'imposent pour que les joueurs soient à l'aise et que l'équipe gagne. Mais si vous ne donnez pas 5 francs, ou alors vous donnez moins que l'autre, mais vous voulez prendre des décisions à la place de celui qui donne
à hauteur de 51%. Ça devient compliqué. C'est très compliqué. Allez, malheureusement, et on espère que pour cette équipe du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, une solution pourra être trouvée et la paix des braves pourra donc régner. Parlons à présent d'autres choses, et notamment de football féminin avec la coupe le tournoi de la COSAFA qui réunit les nations de football de l'Afrique australe. Ça se joue du côté de l'Afrique du Sud et le Cameroun qui va effectuer sa troisième sortie. Ce sera demain contre le Lesotho, une équipe du Cameroun qui, pour sa première sortie, avait pulvérisé le Mozambique sur le score de 8 buts contre 1. Et patatras, deuxième sortie, le Cameroun avait été battu par l'équipe zambienne sur le score d'un but à 0. On note qu'aujourd'hui, ce lundi, l'Afrique du Sud, elle, dans son match, a été sans pitié, une équipe sud-africaine qui a quelque peu suivi les pas du Cameroun, puisque l'Afrique du Sud a marqué 6 buts dans son match de ce jour. Mais une équipe sud-africaine, en tout cas, qualifiée pour la suite de la compétition. Les Lions, voilà, qui vont jouer demain contre le Lesotho après cette défaite contre la Zambie, une défaite forcément qui, Merlin Wende, vous a surpris au regard du 8-1 du premier match de cette formation. Bon, c'est vrai, ça m'a surpris, mais je ne peux pas... Le foot, on ne connaît pas l'adversaire. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Donc, le ballon est rond et tout le monde peut gagner. Et on rappelle d'ailleurs qu'on est dans un tournoi qui sert de préparation pour le Cameroun en vue de la prochaine CAN de football féminin. Parce que souvent, nous les joueurs, quand tu commences en fanfare, la prochaine équipe qui vient, je ne comprends pas. À minimiser, nous prenons la prochaine équipe sur les pincettes. Et quand l'équipe te frappe, c'est là que tu veux te réveiller. Bon, moi je peux que souhaiter bon match à nos Lions demain contre le Lesotho et qu'ils nous fassent plaisir comme ils nous ont fait au premier match. Voilà, comme contre cette formation contre le Mozambique, voilà, pour être précis. Alors, que peuvent ces Lions devant le Lesotho? C'est vrai, une équipe du Lesotho qui a perdu ses 2 premiers matchs. Première défaite contre la Zambie, 2 buts à 0, et deuxième défaite contre l'équipe mozambicaine. Après la douche froide prise contre le Cameroun, l'équipe mozambicaine s'est réveillée sur ses Lesotanes. 2 pour le Mozambique, 1 pour le Lesotho, mais le Lesotho avait quand même réussi à égaliser avant de se faire une fois encore distancer par les Mozambicaines. Oui, mais si on respecte la hiérarchie, si la hiérarchie footballistique chez les femmes est respectée, eh bien le Cameroun ne devrait pas avoir des problèmes pour venir à bout du Lesotho. Parce que les Lions quand même... On l'aurait dit aussi avant le match contre la Zambie. Oui, c'est déjà d'abord une surprise, une déception pour nous, une surprise, parce que la Zambie, c'est pas une foudre de guerre en matière de football féminin sur le continent africain. C'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique du Sud. Les autres viennent après ce quatuor. Voilà, les autres viennent après ce quatuor-là, et ceux qui viennent même tout de suite après, la Zambie ne figure pas parmi les nations de football féminin sur le continent. Donc c'était une surprise, c'est un faux pas, on va le concéder comme ça, comme étant un faux pas. Je pense que c'est la première défaite de l'ère Ndjoko, depuis qu'il est Ndoko, autant pour moi, depuis qu'il est à la Joseph Ndoko. Oui, depuis qu'il est à la tête de cette sélection. C'est la première fois aussi que les filles perdent après la finale de la CAN féminine en 2016 à Yaoundé. Donc ça peut être une défaite qui fera du bien aux filles, parce qu'après avoir largement vaincu le Zimbabwe, le Mozambique, autant pour moi 8-0, 8 buts à 1, peut-être elles ont abordé le match avec beaucoup de légèreté, un défaut de concentration et tout le reste. Là, c'est une défaite qui doit faire du bien. Même si l'on nous fait savoir voilà, qu'il a quelque peu tourné son équipe. C'est aussi ça, c'est un tournoi préparatoire à la CAN féminine. Donc, c'est 3 poules. Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales, plus le meilleur deuxième. Il va donc falloir gagner le Lesotho pour avoir 6 points. Et comme on a déjà un bon goal average, l'améliorer encore pour espérer au pire des cas finir meilleur deuxième et jouer la demi-finale
pour continuer à se préparer par rapport à l'objectif principal qui est d'aller chercher une couronne continentale. Comme vous le dites si bien en précisant que voilà, la Zambie est très bien partie pour terminer en tête de ce groupe, une équipe zambienne qui a gagné dans ses 2 premiers matchs, victoire contre le Cameroun lors de la deuxième sortie 1-0 et victoire contre le Lesotho 2-0 lors de son premier match. D'aucuns ont aussi tout de suite assimilé cette défaite à l'ambiance plutôt morose qui règne actuellement à l'équipe nationale de football féminin, quelque peu abandonnée à elle-même, absence de véritable préparation pour ce tournoi. Joseph Ndoko qui s'en est plaint pendant longtemps, qui a claironné du mieux qu'il pouvait pour interpeller les uns et les autres, mais la situation n'a pas véritablement changé. Et donc, est-ce que cette préparation catastrophique qui s'est soldée par un seul match d'évaluation contre les Lions U17 avant le départ pour l'Afrique du Sud ne pourrait pas aussi mettre 8-1 contre l'équipe mozambicaine? Oui, ben, quand on n'est pas bien préparé, quand on n'est pas affûté, ça peut s'expliquer. Ce n'est pas une excuse, mais ça a sa place quand même dans cette contre-performance contre la Zambie. Il faut dire que après l'embellie de la CAN féminine au Cameroun, on se serait attendu à une meilleure gestion de ces sélections féminines-là. Moi, j'ai le triste souvenir de ces filles-là qui arrivent en taxi avant la CAN féminine, sous l'air Enongachu, qui repartent sur des bensikim pour rentrer chez elles, qui boivent l'eau du robinet. Ouais. Des filles qui s'entraînent en sélection sans équipement, chacune venait avec ses équipements, elles étaient à multicolores. Des filles abandonnées à l'aéroport, en transit au Kenya pour aller rejoindre l'Afrique australe et qui passent des heures et des heures à l'aéroport. Ça, c'est des images qu'on pensait révolues et qu'on n'allait plus jamais voir au niveau des sélections féminines camerounaises. Malheureusement, la sélection féminine fait les frais de ce manque de sérieux et de professionnalisme. Parce qu'il faut, dans ce genre de choses, les compétitions sont connues longtemps avant. C'est-à-dire le Cameroun a dû donner son OK au moins 3 mois avant qu'on allait participer à ce tournoi. Ça veut dire que ceux qui sont en charge de ce volet-là devaient tout faire pour que l'argent soit à disposition, que les filles entrent en stage et qu'elles se concentrent uniquement à donner le meilleur d'elles-mêmes à l'entraînement et lors des matchs. Mais lorsqu'il faut penser à autre chose en dehors du foot, ça fait plusieurs choses dans la tête et ça peut expliquer cette déconfiture-là face à la Zambie. Maintenant, c'est le moindre mal parce que c'est un tournoi préparatoire. On a encore quelques semaines devant nous avant le mois de novembre pour la CAN féminine. On ose croire qu'à l'image de ce qu'on a vu pendant la CAN féminine au Cameroun, de l'intérêt et de l'accompagnement que le ministère des pouvoirs publics et la fédération avaient accordé à ces filles-là, on ose croire que cela va se mettre en place également pour la prochaine CAN féminine et que les Lions vont nous faire rêver et vibrer à nouveau. Voilà, à préciser aussi que pour Joseph Ndoko, il aura passé pratiquement 1 an à se tourner les pouces depuis sa prise de fonction avant donc ces matchs éliminatoires qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'était contre le Congo, je pense bien. Ouais. 5-0 à l'aller, 5-0 au retour. Et donc Joseph Ndoko qui joue son 3e ou son 4e match, qui perd ainsi son 4e match avec cette formation. Finalement, pour vous, Merlin Wende, quelle est la place que les autorités accordent à ce football féminin dans notre pays? Est-ce que vous avez le sentiment que jusque-là, le Cameroun a quand même abrité une Coupe d'Afrique? Il y a de cela, c'était en 2016. On a eu le sentiment qu'avec la nomination, par exemple, de Karl Enongachu à la direction générale de l'ANAFOOT, que les pouvoirs publics avaient décidé de prendre à bras le corps ce football féminin. Est-ce que aujourd'hui, près de 2 ans après la place de demi-finale finaliste de la CAN à Yaoundé, vous avez le sentiment que quelque chose a évolué dans ce football féminin? Pour moi, je vois que quelque chose a évolué. Parce que après la sortie de la liste du coach sélectionneur Joseph Ndoko, je pense que les filles sont entrées en stage. Bon, là, moi j'ai eu la chance de causer avec Mabingo. Et certainement, présentement, elle n'est pas en stage parce qu'elle n'a pas été sélectionnée, mais selon ce qu'elle m'a dit, présentement, ils sont bien traités au niveau de la sélection. Gardienne de but comme vous? Gardienne de but comme moi. Ouais. Donc, présentement, au niveau de la sélection, ça a été amélioré
par rapport aux années antérieures avec le coach Inongacho. Présentement, c'est plus mieux. C'est beaucoup mieux, même si voilà, le championnat, par exemple, bon an, mal an, organisé. Les U17 par exemple, les Lions U17 qui vont participer à la Coupe du Monde Uruguay 2018, certains me posent souvent la question même dans la rue, ces filles qui vont participer à cette Coupe du Monde jouent dans quel championnat? Ouais, malheureusement pour nous on n'a pas de championnat de catégorie inférieure chez les filles, et d'ailleurs même chez les garçons, c'est maintenant par-ci par-là. Mais chez les filles, c'est qu'elles commencent tôt. C'est-à-dire que dans les effectifs des différents clubs de première division du championnat de football féminin, on retrouve des jeunes filles de 15 ans, 14 ans, 13 ans même parfois. Donc c'est avec cela que les sélectionneurs font pour constituer des équipes pour des catégories inférieures, U17, U20. Et il y a également les tournois scolaires, à savoir les jeux FENASCO qui permettent à ces entraîneurs-là d'aller chercher les perles rares pour renforcer leurs effectifs. Mais après la CAN féminine au Cameroun il y a 2 ans, il y a eu comme un boom en matière d'intérêt pour le football féminin. Toutes les jeunes filles veulent s'identifier à Ngalamou, à Boudi Ngene, Yango et toutes les autres filles. Donc ça fait que aujourd'hui beaucoup de jeunes filles veulent jouer au foot. Ça a donc un peu renouvelé, régénéré un peu les différents clubs en termes de jeunes filles qui arrivent pour jouer. Le vivier, lui, l'a gonflé. Et l'âge maintenant, on peut vraiment s'appuyer dessus. Mais il va falloir véritablement structurer ce football-là, parce que même le championnat de première division chez les dames connaît beaucoup de problèmes. Entre suspension, défaut de subvention et autres. Parfois, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça va finir. Il y a des interruptions parfois de 3 mois. Pour 2 journées de championnat, on arrête un championnat 3 mois, 2 mois pour reprendre après. Cela ne permet pas aux encadreurs, aux techniciens de bien faire leur travail. Et maintenant, même pour les joueuses, c'est très difficile de participer à un championnat qui connaît tant de problèmes. Je pense qu'il va falloir revoir tout cela si on veut gagner une CAN. Le Nigeria gagne parce que c'est bien structuré chez eux. Au Ghana, c'est bien structuré. Chez nous également. C'est pas le talent qui fait défaut, c'est une meilleure organisation, un meilleur accompagnement de ces jeunes filles. Je pense que le Cameroun peut aspirer à beaucoup de trophées. En passant, je tenais à tirer vraiment un coup de chapeau à ces différents sélectionneurs des catégories, que ce soit les A, que ce soit les catégories inférieures, parce que ne pas avoir un championnat qui se joue à temps réel, vraiment c'est un coup de chapeau parce que ils ont vraiment de la vision. Il faut dénicher, il faut dénicher vraiment. Tout, pratiquement tout au même moment, tout à la fois. Donc c'est vraiment pas facile. Donc je leur tire vraiment un grand coup de chapeau pour cela. Voilà. On va terminer avec le dernier sujet de ce soir qui porte sur les activités finalement bloquées au niveau de la Fédération camerounaise de football en raison donc des élections annoncées. La finale de la Coupe du Cameroun, c'est pour quand? Difficile de le dire. Il faut poser la question à Maître Dieudonné Api, au président du comité de normalisation. Ce n'est même pas son niveau, malheureusement. En tout cas, les finalistes ont été livrés par la Fédération camerounaise de football, à savoir Lyon Blessé de Foutouni et l'équipe des Ding de la Lequier. On pourrait dire, à quand le tournoi Interpool? Voilà, là maintenant, je pense que le président du comité de normalisation devrait répondre à cette question-là. Ou alors, à quand l'adoption des textes de la Fédération camerounaise de football? Non, commençons peut-être par les affaires courantes, à savoir le championnat. Voilà 1 an que les clubs de divisions régionales sont en compétition. Ça s'étire, ça s'éternise et on se demande comment ça sera géré. Parce que là, c'est difficile. Pour tenir ces joueurs-là à l'entraînement, ça a un coût. Normalement, on devrait au moins déjà... Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu entendre qu'on a publié un communiqué, que la normalisation a publié un communiqué qui suspend justement les activités en raison de l'élection présidentielle. Mais quel est le rapport au moment où la FIFA dit qu'il ne faut pas une ingérence
une immixtion des politiques dans le foot. La présidentielle n'empêche en rien la tenue du tournoi Interpol pour désigner les clubs qui vont accéder en élite tout. En Ligue 2, autant pour moi. C'est quand même des manifestations publiques. Ah, ben le foot a un cadre. Ce sont les enseignes de football, les terrains de jeu. Alors, en quoi une rencontre de football peut empêcher qu'un meeting d'un candidat à l'élection présidentielle se tienne? C'est pas à la même heure. Et même si c'était à la même heure, on a un choix à faire entre aller regarder un match et aller assister à un meeting de campagne électorale. Non, moi je trouve que, d'ailleurs je l'avais dit en son temps lorsque cette normalisation était là que j'ai l'impression qu'elle veut s'éterniser. Vous verrez qu'on arrivera au 31 décembre, c'est le 16 décembre je pense, au 16 décembre ils nous diront que on n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ci parce que les délais étaient courts et parce qu'il y avait la présidentielle qui a pris 1 mois et demi. Vous verrez donc, la présidentielle c'est le 7 octobre, mais après il y a le contentieux. Ça peut s'éterniser. Si pendant le contentieux également les manifestations publiques, entre guillemets, moi je ne pense pas qu'on a interdit les manifestations publiques au Cameroun. Le football, la GSC vient de tenir son assemblée générale. La GSC vient de tenir une assemblée générale à Yaoundé. Est-ce que ça a posé problème? Voilà. Mais l'une des grosses conséquences de toute cette situation, c'est que à l'heure où l'on parle, il serait difficile de savoir à quel moment le championnat Ligue 1 ou le championnat Ligue 2 va démarrer. Donc, vous les joueurs, Merlin ou 2, vous allez en pâtir. Comme d'habitude, ouais, malheureusement. Bref, je peux dire que c'est une habitude, hein, parce que chaque année, on prend toujours près de 3 mois de congé. C'est vraiment difficile. Donc, pendant ces 3 mois, 2 mois de congé, on ne peut que faire des petits entraînements pour entretenir le corps. Et en plus de cela... Notre financièrement, c'est une parenthèse, il n'y a pas d'entrée. Financièrement, il n'y a pas d'entrée, donc... déjà, il faudrait... le championnat est là, il n'y a pas d'entrée parce que les présidents du club ne payent pas. Donc, moi, je pense que la Ligue doit remanier par rapport à tout cela. Parce que moi, j'étais complètement rassuré que après la fin du championnat, peut-être un mois et demi après, ça devait reprendre. Non, c'est là où la Ligue vous avait projeté en octobre. En octobre. Pour s'arrimer au calendrier de la Confédération africaine de football. Donc pour la Ligue, c'est faisable en octobre. Bon. Puisque l'élite 1 peut se jouer en octobre. Bon, on peut lancer parce qu'on connaît déjà qui accède en élite 1. On ne connaît pas qui accède en Ligue 2. C'est la Ligue 2 qui connaîtra donc un retard parce que la fédération n'a pas encore livré les clubs promus. Bon, moi, je ne pense pas qu'on peut lancer la Ligue 1 sans lancer la Ligue 2. Non, parce que c'est les deux ligues professionnelles du Cameroun. Les 2 dernières saisons, la Ligue 1 a toujours commencé avant la Ligue 2. C'est 2 semaines après. 2 semaines, par exemple. Ça a toujours été comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Alors, toujours relativement à tout ceci, on note que même les Interpol, s'il fallait même les programmer, de nombreuses régions n'ont pas encore livré leurs champions. C'est justement, vous savez, le championnat avait d'abord été suspendu. Prenons les activités dans les régions. On avait suspendu les activités dans les régions. On a repris après quelques temps. Aujourd'hui, les régions n'ont pas encore, certaines régions n'ont pas encore livré leurs champions. On se demande donc comment ça va se passer. Est-ce que en suspendant les activités, ça concerne juste l'activité fédérale ou alors même les ligues doivent arrêter les barrages? Les ligues n'ont pas arrêté puisque le champion, par exemple, de la région de l'Est a été désigné ce dimanche. Le champion à Bomban FC qui a éliminé l'équipe de Éléphant de Yokadouma. Vous voyez donc que l'élection présidentielle n'empêche pas qu'on joue au foot. Puisque pendant que la fédération suspend les activités, au niveau des régions, on joue pour finaliser et désigner le champion. On ose donc croire que tous les champions seront connus et que au lendemain du scrutin du 7 octobre, le tournoi Interpol sera programmé et les vainqueurs de ce tournoi-là seront promus
en Ligue 1. On rappelle que c'est un tournoi qui vise justement à compléter en Ligue 2, voilà, qui vise à désigner les 3 formations qui doivent rejoindre l'élite et que jusqu'ici, seules quelques régions connaissent leurs représentants à ce tournoi. Apparemment, c'est 6 qui doivent monter. Oui. Pour rééquilibrer à 18. Voilà, et pourtant, au moment où nous parlons, les représentants déjà connus, le littoral qui connaît son représentant, l'ouest qui connaît son représentant, Sims de Bafoussam, nouvelle... c'est une surprise, parce que les forces en présence voyaient plutôt fédéral ou alors Volcan, là c'était une surprise. Voilà, on note le sud-ouest qui connaît son représentant, Victoria United. L'éternel Opopo. L'éternel Opopo, comme vous le dites. C'est bien Victoria United qui va représenter la région du sud-ouest. On connaît aussi le représentant de la région de l'Est, Abomban FC, qui a éliminé Éléphant de Yokadouma. Mais pour plusieurs régions, ça reste le clair-obscur. La région du Sud, par exemple, qui est malheureusement déchirée par la guerre entre le président de la Ligue régionale et le secrétaire général. Ce sont les informations qui nous parviennent de ce côté-là, des régions septentrionales aussi, où on attend encore de savoir les différents champions. Donc, ça traîne véritablement, même s'il fallait programmer ce tournoi. Il faut dire que de nombreuses régions sont loin d'avoir livré leurs champions. Et donc, finalement, c'est un ramassis de lourdeur que vous semblez attribuer au comité de normalisation qui aurait dû, selon vous, mieux organiser ou mieux harmoniser les choses, pour que tous les champions soient connus. On note aussi que les textes de la Fédération camerounaise de football prennent un coup. Voilà, ces textes qui sont tant attendus depuis plusieurs mois, ils ne seront pas connus en tout cas, ils ne seront pas adoptés de sitôt, puisque l'élection présidentielle vient s'interposer. Oui, c'est la raison avancée par le communiqué qui accorde un délai supplémentaire à la normalisation pour aller au bout de la mission qui leur a été confiée par la FIFA. Donc la présidentielle c'est dans 3 semaines. On espère qu'elle va se dérouler sans beaucoup de soubresauts et que derrière il n'y aura plus d'excuses ni de raisons quelconques pour ne pas organiser le tournoi Interpol, ne pas organiser les assemblées générales d'adoption de textes, parce qu'il va falloir organiser une au niveau national, il va falloir organiser 10 dans chaque région pour les ligues régionales, et après nous publier le chronogramme ou alors le calendrier des élections pour que depuis 2013 que cela soit vite oublié et que le Cameroun soit doté, la Fédération camerounaise de football soit dotée d'un bureau élu. Et j'ose croire, là encore c'est très loin, que d'autres n'iront pas à la CCA et au TAS lorsque tout cela sera fait. Jamais cela est fait, parce que je disais tout à l'heure, pour les régions, c'est la normalisation qui à un moment donné a suspendu les championnats dans les régions pendant plusieurs mois. Parce que si tout s'était déroulé normalement, on serait aujourd'hui, toutes les régions auraient aujourd'hui leurs champions, et peut-être le tournoi Interpol sera en train de s'achever du côté, ils avaient annoncé à Bafoussam. Alors, donc, l'auteur revient entièrement à cette normalisation-là qui a, en son temps, décidé de suspendre ses activités. Maintenant, ces 3 semaines d'élection, c'est court, c'est pas long. On verra après le 7 octobre. Allez, en attendant donc, ce sont les footballeurs qui en pâtissent, ce sont les acteurs de façon générale qui en pâtissent, on l'a dit tout à l'heure, et on s'attend à ce que ce soit même encore plus long que cela. Certains se demandent comment est-ce qu'un footballeur, durant cette période où il n'y a pas de revenus, où il n'y a rien, comment est-ce qu'un footballeur réussit à s'en sortir? Merlin, vous êtes gardien de but en championnat de football professionnel au Cameroun. À vrai dire, c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'au courant de la saison, avec les petits revenus que le président du club nous donne, on essaye. Bref, nous essayons de garder, parce que nous avons déjà en tête que la trêve va être longue. Donc nous essayons de faire des petites économies pour pouvoir gérer durant tout ce temps.
c'est difficile. Donc, je prie vraiment la Ligue de pouvoir vite accélérer le processus parce que vraiment ça devient compliqué. devient compliqué. Avec ça, on comprend qu'un footballeur veuille aller évoluer sous d'autres cieux, malheureusement. Des footballeurs justement évoluant sous d'autres cieux qui se portent plutôt bien, avec notamment la colonie marocaine, Junior au stand-by, Kouobile ou encore Kombous, qui joue effectivement et qui d'ailleurs se porte bien dans le championnat. Voilà Bayern, voilà, que j'ai failli oublier, qui se comporte très bien dans ce championnat marocain. Quasiment tous déjà buteurs en une ou deux apparitions dans leur club. Mbaye, qui est déjà auteur de buts dans le championnat, ou encore Kouobile, auteur d'un but avec son club. Kombous, qui lui a réussi un doublé pour sa première apparition avec sa formation du côté du Maroc. Voilà, on comprend. C'est le monde qui a du talent. Il y a du talent. Et maintenant, ils nous ont dépouillé de certains de nos meilleurs joueurs au terme de la saison. Il faut dire que nous, au Sinafoc, on n'a pas remis le trophée joueur du mois de juillet et joueur du mois de juin. Parce que tous sont partis. Finalement, on va organiser une cérémonie pour remettre, mais Mbaye ne sera pas là parce qu'il est joueur du mois de juillet. Ça devait faire son deuxième trophée de la saison, de challenge joueur du mois Sinafoc. Il est en pôle pour être même joueur de l'année Sinafoc au Cameroun. Et en juin, c'est Makone de Fetché FC qui lui il est encore là. Donc incessamment, on va organiser cette cérémonie pour remettre ces deux trophées-là. Et on espère en décembre, pourquoi pas, organiser les trophées Sinafoc pour récompenser les meilleurs acteurs. Malheureusement pour le cas Mbaye, on note que voilà, il aurait déposé une plainte au Sinafoc pour près de plusieurs millions de francs CFA qu'il réclamerait à son ancien employeur. Il nous a fait part de cette situation, mais jusqu'ici, la première démarche, c'est d'essayer de concilier les parties. Parce que avant d'aller vers les chambres de résolution des litiges, on essaye d'abord de voir si on ne peut pas trouver une solution à l'amiable entre le joueur qui est notre membre et le président de Dragon de Yaoundé. Donc c'est passer cette étape de conciliation, de recherche de solutions à l'amiable. Si rien n'est trouvé comme solution, on sera obligé de saisir les juridictions, les chambres, la Chambre nationale de résolution des litiges. On espère qu'on ne va pas en arriver là et que la solution sera trouvée lors de cette chambres. Malheureusement, c'est cela. Et depuis 2011, voilà encore un problème de la FECAFOOT qu'il faille normaliser. La normalisation ne fait pas son travail. On gagne des procès en faveur des joueurs. Les clubs sont sanctionnés de payer depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas et ils ne sont pas sanctionnés, alors qu'il y a toute une batterie de sanctions qui vont d'interdiction de recruter, retrait des points, rétrogradation d'une ou de plusieurs divisions. Il y a ces mécanismes-là que la fédération peut utiliser pour contraindre les dirigeants de club à payer lorsqu'ils sont frappés à la fédération ne le fait que quand la sentence vient de la FIFA. Non, elle devrait le faire quand ça vient de sa chambre de résolution de litige, parce que c'est à la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT que nous gagnons ce procès. Passer un délai de 10 ou de 30 jours, je ne sais plus trop, si vous n'avez pas fait appel... L'échelle de sanction, grave. Si vous n'avez pas fait appel, parce que vous avez le temps de faire appel à la CCA ou à la chambre à la chambre de recours ou directement à la CCA. Mais quand vous n'avez pas fait appel, la décision a entériné, vous devez payer. Et le secrétaire général, dans les mécanismes, doit donc publier cette décision, la rendre publique, et maintenant, après 30 jours, si vous n'avez pas commencé à payer, vous contraindre à payer. Si vous ne payez pas, on vous frappe, comme on a voulu, on a frappé, la FIFA a demandé qu'on sanctionne Bamboutos. Donc, depuis 2011, on est en 2018, rien n'est fait. Aujourd'hui, les présidents de club se plaisent à dire aux joueurs que, ok, d'accord, on ne paye pas vos salaires, alors au Sinafoc, ils iront à la chambre, vous allez gagner, mais on ne va pas payer. À quoi sert donc cette Chambre nationale de résolution des litiges? Quand on dit on est sous normalisation, c'est qu'il faut tout normaliser. Mais le comble ici, c'est que les dirigeants de la FECAFOOT sont de mèche. Il y a des accointances entre le secrétariat général et certains des employés de ce secrétariat général et plusieurs présidents de clubs qui se tiennent. Donc, malheureusement, avec cela, c'est le joueur qui souffre. On va vous dire merci d'être venu, Merlin, One 2. Vous dites votre avenir
comment est-ce que vous l'entrevoyez, puisque vous êtes libre de tout contrat avec l'équipe de Stade Renard de Melun, équipe avec laquelle vous avez évolué en tant que gardien titulaire la saison précédente. Bon, l'exclusivité. Mais ça va finir par sortir. C'est que ça finira par sortir. Mais pour le moment, je préfère garder pour moi. Mais je vous enverrai un SMS personnel pour vous le dire. Même vous dites, voilà, vous l'entrevoyez bien. Oui, très bien. Il sera mieux que toujours dans la région ou alors dans la région du littoral, du pays. Bon, pour le moment, dans la région du littoral. Ah, ok. Oui. Ça veut dire Douala. Douala. Ou alors Loum. Non. Ouais, c'est toujours le littoral. Il est content qu'on s'égare, qu'on s'éloigne quelque peu de la piste. Bon, moi j'ai dit Douala en attendant donc que la confirmation soit faite. Merci à Emos Fangor et à toute son équipe. Madame, monsieur, merci à vous d'être restés en notre compagnie. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Entre-temps, nous souhaitons de passer une très bonne semaine. Au revoir.